Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Salut à tous, c'est Bismart. Nous voilà à nouveau réunis avant de faire le pont du 11 novembre. Je vous le dis tout de suite. Donc, il y a énormément de sujets parce qu'on va essayer de brasser une semaine qui a été une semaine très très dense. On est bien dans le pays des 35 heures. On est mercredi, je dis une semaine qui a été une semaine très très dense. Voilà, la vie est belle. Et donc, on va y aller évidemment en commençant par ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir. C'est parti, c'est Bismart. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc, François Lévesque avec nous. Bonjour François. Bonjour Stéphane. Prof d'économie, mine ParisTech, François-Xavier Oliveau. Salut François-Xavier. Bonjour Stéphane. Gestionnaire d'actifs, on dit ça Oui, directeur, gestionnaire de fonds, voilà. Absolument. Initiative et Finance, qui n'est pas une association, mais Pas du un tout, vrai pas fonds du tout, d'investissement. un vieux fonds d'investissement, 1984, donc l'un des plus anciens de la Poste de Paris. Et Anne-Sophie Alsif, chef économiste BDO. Anne-Sophie, non, j'hésitais parce qu'en fait, j'en discutais hier soir avec. Je peux le dire d'ailleurs, je crois que je peux le dire. Oui, je peux le dire. Je discutais avec l'un des cadres dirigeants d'Algeco qui vient d'être repris par KKR. Et il y avait encore l'image de Barbarians at the Gate. Et je lui disais, non mais c'est fini. Tout ça a complètement changé. Totalement. Voilà, c'est vrai. Non, c'est un excellent actionnariat en fait. C'est une forme d'actionnariat qui est très tout ce qui est private equity, pour avoir été moi-même dirigeant en private equity et d'une société cotée, c'est beaucoup plus agréable et confortable et pour le long terme d'avoir un actionnaire qui aujourd'hui, on est d'accord que dans les années 80, c'était. Il y a eu des histoires. Les barbares. Mais aujourd'hui, c'est une classe d'actifs qui crée de l'emploi, qui crée de la valeur, qui crée de la richesse et qui est plutôt un actionnaire de moyen terme. On va dire. Ça. On est moins long terme qu'un familial, mais beaucoup plus que le bourse. Et quand on est une ETI, alors j'ai appris ça parce qu'à Algeco, c'est intéressant de discuter avec eux parce que leur nom est une marque. Et je vous parle de ça. Allons-y, je finis juste le truc. Ils sont un peu comme Karcher, c'est-à-dire que leur nom est une marque, mais un nom qui véhicule une image qui ne leur convient pas. Ouais. Donc, ils ont un service qui, tous les jours, envoie, alors ils disent on ne va pas en justice parce que quand même ce serait compliqué, mais on envoie des lettres à tous ceux qui parlent d'Algeco. Ah, on nous a mis dans des Algeco, c'est un scandale, etc. Voilà, donc je trouvais ça assez intéressant. J'ai une vision très positive des Algeco, je suis étonné par ce que tu dis. Parce que tu as enseigné dans les Algeco. Non, mais parce que tu les mets les uns sur les autres, c'est modulable, il y a des toilettes. Mais non, mais ils sont très fiers de ce qu'ils font. Mais il y a de la lumière. Avoue que dans le c'est comme Karcher, si tu veux, c'est une formidable entreprise, mais dans le discours public, c'est assez rarement utilisé dans un sens positif quand même, Algeco. Alors que je suis d'accord avec François, c'est un très beau produit, c'est un vrai levier de transition environnementale parce que vous avez des constructions modulaires qui sont beaucoup moins impactantes sur l'environnement, à la fois en termes de temps, de poussière, de bruit et d'empreinte carbone que les constructions définitives. Ça permet d'économiser beaucoup de ciment notamment. Donc, mais tu vois, ils vont être ravis. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est vraiment un produit d'avenir. En fait. Donc je comprends qu'ils veuillent. C'est une ETI, je voudrais pas dire de bêtises, mais qui fait entre 200 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je pensais que c'était plus que ça, en fait. C'est entre 200 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, effectivement, cette taille-là, le capital développement, le private equity, est sans doute quelque chose de très efficace pour les aider, pour les staffer, pour faire du M&A, pour faire tout ça. C'est un excellent sujet. Et puis, pour aussi, là, on parlait de transition environnementale, mais nous, ce qu'on pousse notamment, c'est un accompagnement très actif de la transition environnementale dans nos entreprises. C'est-à-dire typiquement sur ce type de sujet-là, ce serait le genre d'entreprise dans lequel on pourrait tout à fait investir dans une logique de dire ce produit-là, c'est un acteur de la transition environnementale et donc ça va créer de la valeur. Et toute la logique du fonds que je gère avec Initiative et Finance, c'est ça, c'est d'investir dans des entreprises qui ont un impact fortement positif sur cette transition, via cette transition environnementale, qui crée de la valeur. On n'est pas du tout dans une logique de position, mais dans l'éclair. Voilà, non, mais il y a d'autres sujets. Allez, François, toi, défenseur acharné de l'énergie nucléaire, tu es ravi. Tu es ravi des annonces d'Emmanuel Macron. Écoute, j'ai écrit un livre qui est un livre non partisan sur le nucléaire. C'est vrai. Il s'appelle Nucléaire Neuf, dans lequel je donne les éléments aux lecteurs pour comprendre la situation, que ce soit la sûreté nucléaire, que ce soit l'évolution des coûts du nucléaire.
Macron, 2 remarques sur ce qui a été dit hier sur le nucléaire. La première, c'est que je me réjouis, et tout le monde devrait se réjouir, quelle que soit l'issue, qu'il y ait un arrêt de la procrastination. C'est-à-dire que depuis 20 ans, les politiques se renvoient la balle, ne prennent pas de décision. Et ne prennent pas de décision ni pour arrêter le nucléaire, ni pour poursuivre en construisant de nouveaux réacteurs. Et donc, c'était un statu quo, parce que ça les embête, parce que si on lance des nouveaux réacteurs, eh bien, les antinucléaires vont se rebeller, etc. Et là, on a un engagement du président de la République. Alors, ce ne sera peut-être pas le prochain, mais un engagement. Et donc, c'est très important. Pourquoi ? Parce que les économistes, ils ont un truc qui s'appelle la valeur d'option. C'est quand même cette idée que j'attends parce que demain, j'aurai plus d'informations et je prendrai une meilleure décision. Mais là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Les éléments sont à peu près tous, sont là. Et donc, c'était simplement refuser, décider de ne pas décider parce que ça arrangeait le politique. Première remarque. Donc là, il faut se réjouir. Deuxième remarque, le momentum est incroyablement bien choisi. C'est-à-dire que moi, je suis stupéfait par le renversement, le basculement d'une partie de l'opinion publique dans la confrontation renouvelable nucléaire. C'est-à-dire que on a, depuis une année, on a une acceptabilité des énergies renouvelables, que ce soit l'éolien ou le solaire, qui ont une grande empreinte sur le territoire et sur les paysages. On a une acceptabilité qui se délite. Plus personne ne veut près de chez lui des éoliennes marines, y compris des éoliennes marines. Tout à fait. Et une acceptabilité du nucléaire, pas des hectares. Voilà. Et le nucléaire devient plus acceptable. Et d'autre part, il y a un très beau travail qui a été fait par le réseau de transport de l'électricité, ceux qui s'occupent des lignes de haute tension, qui a élaboré des 6 scénarios pour savoir comment on pouvait... Il n'est pas arrivé dans l'opinion publique. Non. Si, on en a quand même parlé. Moi, je veux rendre hommage. Qu'est-ce qui s'est passé, François ? Il s'est passé qu'un certain nombre de voix scientifiques se sont mises à s'exprimer, que dans le débat public, on a entendu des gens qui, à un moment, ont dit « ça suffit » et qui se sont revendiqués. Et franchement, ça fait, comme toi, 30-40 ans que je suis cette énergie avec passion, qui se sont revendiqués défenseurs du nucléaire sans appartenir à EDF, sans appartenir à Areva Orano, etc. Je pense que ça a été très intéressant. Voilà, et ça, c'est la perspective, le changement climatique. Évidemment. Évidemment, c'est une énergie, je le dis, parce que 80% des Français pensent que le nucléaire produit des gaz à effet de serre, il produit du carbone. Non, le nucléaire ne produit pas de CO2. Voilà. Et si vous voyez des fumées... 12 grammes, si vous voyez des par fumées, kilowattheure. 12 grammes par kilowattheure. Si vous voyez des fumées le long de l'autoroute quand vous passez devant une centrale nucléaire, eh bien, une fumée blanche, eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est de la vapeur d'eau. Voilà. 12 grammes par kilowattheure contre, alors ça dépend des qualités de charbon, mais entre 400, 600, on peut monter à 1000 pour la lignite polonaise, grammes par kilowattheure. Donc effectivement, il n'y a pas photo. Je précise mon chiffre 12. 12 pour le récent nucléaire, celui qu'on va construire, celui qui est amorti, il est à 6. Voilà. Oui, il est même quasiment à 0, puisqu'en fait, la réaction elle-même ne produit 0 g de CO2. En réalité, c'est la construction. Non, mais il y a un chiffre, c'est 6, c'est 6. Oui, voilà. C'est absolument, mais c'est le coût de la construction de la centrale. Absolument. Donc le jour, en fait, mon point, c'est que le jour où l'énergie est totalement décarbonée, on est à 0. Aujourd'hui, on est à 12 ou 6, mais quand même l'acheminement de l'uranium, l'extraction de l'uranium. Voilà. Le jour où l'énergie est décarbonée, l'uranium est acheminé avec 0 émission. C'est ça mon point. C'est que le but ultime, c'est d'avoir qu'elle soit décarbonée aussi au Niger et au Mali, si tu veux. Il y a un peu de boulot. Bien sûr, mais on va y arriver. Voilà. Un peu de temps. Non, c'est un sujet très intéressant. Je pense que le président a probablement lui-même un peu évolué sur le sujet, parce que la fermeture de Fessenheim, au regard des annonces d'hier, est toujours un événement... Une incohérence. Oui, une incohérence et quelque chose d'assez douloureux pour les pronucléaires, parce qu'effectivement, c'était quand même une centrale qui aurait pu être prolongée. Non, je suis assez d'accord avec François sur l'idée de dire c'est très bien de sortir de l'ambiguïté. Je ne suis pas sûr qu'on en soit complètement sorti, parce que le temps d'instruction du dossier passe par au moins 1 voire 2 élections présidentielles. Donc voilà. Non, pas pour les 6 là. Si, pour les. Les 3 paires de PR sur lesquels EDF milite depuis combien de temps, François ? À mon avis, au moins 10 ans. Avant la première pierre, je pense que c'est au moins 5 ou 6 ans. François va me Oui, c'est 5 ou 6 ans avant la première pierre. Parce qu'il faut l'autorité de... Ah oui, c'est ça, mais comme tu disais 2, je pensais 10 ans. Voilà. 10 ans, il faut 5 ans avant la première pierre, et il faut 5 ans si on est hyper optimiste et 15 ans si on est pessimiste pour construire. Voilà, une fois que la première pierre a été... Parce que c'est une question, alors juste je la pose comme ça, mais on n'aura pas là.
On ne sait toujours pas si on est capable de les construire quand même, ces EPR. Voilà, et c'est Mais pour ça, voilà, c'est pour ça que l'annonce du président... Et on ne sait pas si ce sont des EPR, attention, hein. Oui, oui. Il a dit réacteurs. Hein, Voilà, mais voilà. de ce point de vue-là, il faut comprendre son intervention comme une intervention de prudence, parce qu'il y a quand même un défi économique et industriel pour faire en sorte que les nouveaux réacteurs, s'ils sont décidés, soient construits à un coût tout à fait acceptable, ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant. C'est que jusqu'à maintenant, on est hors budget sur les nouveaux réacteurs construits, que ce soit Flamanville, que ce soit en Finlande, ça va être Hinkley Point qui va être au-dessus. Donc on est pour l'instant sur des opérateurs qui ne tiennent ni le budget ni le calendrier. Donc il faut que l'industrie nucléaire se montre capable de tenir les calendriers, donc de ne pas construire en 15 ans, mais plutôt en 7-8 ans, et d'autre part de tenir le budget initial. Moi j'y crois, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une prise de conscience de l'industrie et de l'ensemble de l'écosystème, pas simplement EDF. Ils vont y parvenir, mais c'est bien que les autorités publiques lancent des travaux d'expertise, etc., avant de dire c'est 4, c'est 6, c'est ce type-là, pour vérifier qu'on ne va pas vers une fuite en avant en acceptant un coût absolument prohibitif. Je te donne la parole dans un instant, Anne-Sophie. Juste une précision aussi d'information. Il y a eu un rapport, donc c'était il y a 2 ans, de Jean-Martin Foltz, l'ancien patron de Peugeot. C'était pas encore... oui, c'était PSA. Oui, c'est lui qui a fait PSA, d'ailleurs. L'ancien patron de PSA, Jean-Martin Foltz, qui a donné un groupement qui s'appelle Excel, qui réunit effectivement EDF et l'écosystème. Et avec, à la tête de ce groupement, qui a rendu un premier rapport d'ailleurs cette semaine, en tout début de semaine, c'est pour ça que je vous en parle, la question quand même de savoir si on a toutes les compétences et si on est bien sûr d'avoir toutes les compétences pour les fabriquer. Voilà, donc vérifions. C'est ça le sujet du moment. Pardon. Non, juste pour compléter, hein, c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a vraiment un cap, notamment après le plan d'investissement secteur par secteur qu'il avait fait précédemment. Là, c'est vrai que sur l'énergie, et comme c'est vraiment sur cet aspect-là que l'on attend les politiques publiques, notamment avec les problématiques de prix de l'hausse de l'énergie, globalement dans le pouvoir d'achat, c'est vrai que là, c'était vraiment assez acté de donner une vision. Alors après, bien sûr, on le dit, on ne sait pas quel coût, combien de temps, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment un cap sur quelle vision énergétique à moyen long terme. Et ça, je pense qu'après le plan d'investissement qu'il avait présenté, je pense que ça complète bien. Après, François-Xavier l'a dit d'un mot, mais c'est quand même assez dingue d'avoir fermé Fessenheim, quoi. C'était il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Vous connaissez l'histoire de Fessenheim? Mais on connaît toute l'histoire de Fessenheim. Non, moi je vous raconte la vraie histoire. La vraie histoire. Vous avez le Parti socialiste et les Verts qui se rencontrent avant la présidentielle, et ils se disent voilà, l'idée c'est de répartir les sièges après la présidentielle entre le PS et le groupe Vert, et ils se disent bon, on n'est pas d'accord sur le nucléaire. Le PS était assez pro-nucléaire à l'époque. Trouvons un compromis. Alors quel compromis on va faire? Aujourd'hui, on est à 75% de nucléaire. On va viser quoi? 50. Pourquoi 50%? Parce que c'est la moitié. OK. Et on fait ça quand? On va faire 2025. Pourquoi 2025? Parce que 75% moins 25%, moins 50%, ça donne, voilà, et 25, et voilà. Donc, on a un truc qui est sorti sans expertise, sans évaluation de coût, sans rien, et on a l'objectif 50%. Il t'a pas échappé que le président de la République n'est ni vert ni socialiste. Il n'était absolument pas tenu par ses engagements. Absolument pas. Mais non, c'est pas vrai. C'est compliqué. T'as un rapport de l'ASN 2 mois avant la fermeture qui dit que non seulement elle peut continuer, mais c'est sans doute l'une des plus sûres du parc. Ce rapport-là, il a été publié avant l'élection du président d'aujourd'hui. Mais oui, bien sûr. Donc il n'est pas tenu par tout ça. Non, mais c'est exactement l'inconséquence que tu décrivais tout à l'heure. Et je pense que ça va être compliqué à gérer dans la campagne pour lui, parce que la droite a déjà commencé ce matin d'ailleurs à lui rappeler Fessenheim, et lui rappeler pourquoi vous fermez Fessenheim. Il va falloir qu'il s'explique là-dessus, et ce sera compliqué. Parce que si son explication c'est celle que tu donnes, c'est-à-dire « Ah ben il y avait des jeux d'appareils, j'étais obligé de les respecter », pour un président de la République. Non, mais d'abord, ils n'ont pas été respectés, parce que heureusement, Nicolas Hulot a dit, mais 2025, c'est n'importe quoi. On n'y arrivera pas à passer à 50% en 2025. Donc, donc ça a été 2030. On n'y arrivera sans doute pas plus en 2030. Mais parce que les centrales, il n'y a pas besoin de les fermer tout de suite, tout ensemble. Elles vieillissent, elles prennent de l'âge, voilà. Mais dès lors que les conditions de sûreté sont respectées, et elles sont respectées parce qu'on a une autorité de sûreté qui est légitime, qui est convaincante, qui est scientifique, voilà, et qui a un pouvoir important, elles peuvent aller jusqu'à 60 ou 70 ans, on n'en sait rien. Bon. Ça nous amène à l'inflation, cette histoire. Alors, je voulais vous montrer, c'était la une du Bild.
qui va s'afficher à l'écran si tout va bien. Jawohl. Alors je la décris pour ceux qui nous écoutent en podcast. Diese Chanel-Frau, hein, cette dame Chanel, voilà, fait souffrir les épargnants. Voilà. Et donc c'est Madame Inflation. Là, on a la chance que l'inflation... Enfin, j'en sais rien, bon, bref, le mot est bilingue. Et donc c'est Madame Inflation. Ça fracture l'Europe, Anne-Sophie. Est-ce que donc c'est vrai que les Allemands sont au-dessus de 4 points d'inflation là, en cette rentrée. Oui. Et est-ce que ça risque de fracturer l'Europe? Le Bild, évidemment, je précise, est de loin le premier quotidien allemand. Alors, peut-être pas fracturé, mais en tout cas, c'est vrai que, ce qu'on va voir pour la coalition, ce sera vraiment intéressant de voir la position des Allemands. Il y a vraiment eu l'idée, on fait le plan de relance européen ensemble, attention, on ouvre un peu, entre guillemets, les vagues, parce que c'est conjoncturel, il ne faut pas qu'il y ait de décrochage. C'est vrai que maintenant qu'on a ce risque inflationniste, et notamment en Allemagne, qui a été un pays qui a précédemment été frappé, il y a beaucoup de difficultés de se dire, est-ce qu'on peut rester vraiment longtemps dans cette situation? Parce qu'en effet, c'est le pays beaucoup plus touché que les autres pays européens. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'inflation importée, parce que justement, ils n'ont pas le nucléaire et ils n'ont pas cette diversification énergétique. Et puis aussi, ils sont beaucoup plus averses par rapport à l'étranger, ils sont plus ouverts par rapport à la Chine. Et donc, ils ont aussi, avec leur puissance industrielle, eh bien, plus d'inflation importée. Donc, c'est vrai que, vu que la reprise va rester encore et continue l'année prochaine, on est dans un temps conjoncturel long, comme on dit. Et je pense que dans la coalition, il y a vraiment ce sujet qui va revenir en disant attention, si on dépasse la cible, est-ce que la Banque centrale ne doit pas intervenir? Alors après, plus globalement, je pense que même si le jeu allemand, français, peut-être par rapport aux autres pays européens va revenir, il y a quand même l'idée de regarder ce que font les États-Unis. Et à mon sens, on va quand même rester très en phase avec ce que fait le reste du monde et notamment la Réserve fédérale. Si c'est ça, la Réserve fédérale, elle est au bord d'agir. Enfin, François-Xavier au bord, va nous mais en le dire. tout cas, je pense que c'est beaucoup plus ça qui aura de l'impact par rapport à ce que va faire Christine Lagarde que vraiment juste la position allemande politiquement en disant voilà, c'est Madame Inflation et attention, il faut intervenir. Oui, je suis d'accord avec Xavier. il y a un temps de latence qu'il y a la coalition et puis Jens Weidmann, le président de la Bundesbank, a aussi quitté. Donc il y a toute une stabilité à aller. Attends, tu l'as dit très vite, mais tout le monde n'est pas obligé quand même de suivre au quotidien ce qui se passe. Donc effectivement, celui qui était le faucon de tous les faucons, historique, depuis 15 ans, je pense, Jens Weidmann donc, a quitté la Bundesbank et donc la Banque Centrale Européenne, ce qui a été... Alors, il s'en est expliqué sans trop s'en expliquer, mais ça a quand même été interprété en Allemagne comme l'idée, ils sont devenus fous, ils font n'importe quoi, je n'arrive plus à agir, bref, il y a urgence, peuple allemand, ressaisis-toi, quoi. Voilà, un peu quelque chose comme ça. Mais je pense que justement l'absence de gouvernance claire, à la fois côté Bouba, et enfin en tout cas de mise en place d'une gouvernance claire et d'une position claire avec la coalition, fait qu'il y a quand même plusieurs mois où il y aura plusieurs mois de flottement. Ce seront probablement des mois d'inflation parce qu'il y a un effet de stock dans l'inflation qui fait que là on est à 4,1 en Europe, on va probablement terminer l'année à 5 au rythme parce que toutes les hausses de prix sont en train de passer. Inversement, il y a aussi un effet conjoncturel qui fait que l'inflation allemande est un peu surévaluée pour un effet de TVA. En fait, la TVA avait baissé pendant le... C'est vrai. Et rattrapage des prix, notamment les services, oui. Donc ça va disparaître à partir de janvier. Donc bon, l'effet net, aujourd'hui l'inflation corps hors matières premières en Allemagne, elle est à 2,9, ce qui est élevé, mais pas non plus complètement délirant, et elle est à 2,1 en zone euro. Donc toi, tu restes sur une idée, parce que lors de sa dernière communication, Christine Lagarde a été d'une prudence de sioux quand même, disant absolument. Pour l'instant, ça va durer un peu plus longtemps que ce qu'on pensait. Oui. Voilà. Et tu restes, toi, persuadé qu'on est sur des éléments qui vont s'apaiser, qui sont purement conjoncturels? Non seulement qui vont s'apaiser, mais à horizon, effectivement, peut-être 12-18 mois, mais même s'inverser, puisque la hausse des prix, elle s'arrête. C'est-à-dire que les prix, une fois qu'ils ont monté, ils restent pas en haut, ils rebaissent. Les prix des matières premières et des composants qui ont monté, ils vont rebaisser. Les deux phases de déflation qu'on a eues en zone euro à partir de 2010, elles suivaient toutes les deux une phase de forte inflation à 3 et 4% respectivement. Tiens, je vais te mettre une courbe là, parce que je pensais à ça. C'est la courbe de la tonne de carbone. Ouais. Parce que celle-là, non, elle est quand même... En UETS, oui, bien sûr. Eh bien oui. Ouais. Elle est quand même très spectaculaire. Donc ça, c'est la courbe historique. Attends, je dis un mot. Alors pardon si vous nous écoutez en podcast, mais il faut regarder la télé là. Non, parce que d'un mot, donc c'est l'ensemble du marché là qui est représenté sur cette courbe que l'on doit à l'INSEE d'ailleurs, si je ne m'abuse. Et au tout début, il y a une bosse au tout début de la courbe. On est à l'ouverture du marché et ça, c'est le scandale du carbone. C'est la fraude à la TVA, cette fraude massive là, 1,6 milliard. Et en fait, à ce moment-là,
ne sont sur ce marché que des escrocs. Les seuls... Ah si, je t'assure François, les seuls qui sont sur ce... Il y a en ce moment un documentaire sur Netflix formidable qui s'appelle Les Rois de l'arnaque, si vous avez... Ah non, vraiment formidable, qui refait toute cette histoire. Et les gars qui étaient à ce moment-là les teneurs de marché, c'était Blue Next, l'admettent. On réalise aujourd'hui qu'il n'y avait sur ce marché que des escrocs qui étaient là pour frauder la TVA. Voilà, je referme la parenthèse. Remettez la courbe, il faut qu'on la voit bien. Et là, ça ne baissera pas. Non, ça c'est sûr. Enfin, mais c'est pas un prix de marché, la tonne de carbone. C'est un prix qui est contraint par le. Ah non, là, ça c'est un prix de marché. Oui, c'est un prix de marché, mais ce que je veux dire, c'est que les traders qui achètent, qui vendent, bien qui sûr, ont des c'est un prix de marché, perspectives. mais ce que je veux dire, c'est que c'est un prix dont le niveau est contraint par. Par la norme. Par la norme et par le quantité. volume. Absolument. Par la quantité. Tout Et la à fait. quantité, elle n'est pas décidée. Enfin, on gère une rareté, on gère une pénurie. Tout à fait. Comme le Bitcoin. Oui, mais c'est l'exception plutôt que la règle. L'ensemble de l'économie, elle est plutôt sur. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça pèse sur l'énergie, ça Oui, bien pèse sûr, sur bien sûr. énormément de choses Bien et ça sûr. ne baissera pas. C'est quand même un facteur inflationniste majeur. Majeur, c'est un facteur inflationniste sur certains produits qui sont. Ça s'applique Ça va essentiellement. l'être de plus en plus. Tous les produits vont être petit à petit soumis à cette taxe mais carbone, d'une manière ou d'une autre. D'abord, la taxe carbone, tu peux tout à fait la neutraliser sur le niveau général des prix en la compensant par des baisses d'autres taxes. Et c'est d'ailleurs la façon dont elle devrait être mise en œuvre, c'est la façon dont elle est soutenue par les économies, c'est de dire, si vous augmentez les prix sur une taxation carbone, il faut baisser la taxation par ailleurs. Et c'est ça la bonne façon de faire. Mais t'envoies pas de signal prix à ce moment-là. Le but, Si, c'est d'envoyer bien un sûr. signal prix Mais et qu'on cherche à se décarboner. Mais si, c'est un prix relatif. C'est-à-dire que si tu dis la pollution coûte plus cher, mais la non-pollution coûte moins cher, tu envoies tout à fait un signal prix. Mais simplement, tu le fais à fiscalité constante. C'est la façon D'accord, dont. ok. C'est la façon. Si tu relis la déclaration qui avait été faite. Attends, François-Xavier, je veux Pardon. comprendre. Dis-moi. Si je baisse les taxes à concurrence de la hausse de la taxe carbone, Oui. je n'ai aucune incitation pour, par exemple, prenons l'essence, pour ne plus rouler à l'essence. Si, bien sûr. Si ton essence est plus chère, mais que, j'en sais rien, le chauffage électrique est moins cher, ou si ton fuel est plus cher, pour donner un exemple. Mais il ne va pas être plus cher puisque... Si, tu mets une taxe tu vas- dessus. Mais tu baisses la taxe sur autre chose, sur autre j'en sais rien, chose. sur la TV. Ah, sur la autre TV. chose. Oui, sur autre chose, bien sûr, oui, sur autre chose. Ah, c'est ça que j'avais pas compris. Pardon, Voilà, j'ai pas d'accord, été clair, mais d'accord. Pour avoir Non, le vélo tu électrique. baisses une taxe sur autre chose. Tu peux baisser la D'accord. TVA, tu peux baisser d'autres taxes. Mais Et pas l'idée- sur les produits Bah non, dont bien sûr. tu veux Ah bah non. décarboner. Ah bah Ah voilà, non. ouais, ok. Non, pardon. C'est pour ça que j'avais pas compris. C'est Ouais, ok. d'ailleurs pour ça que je militais non pas pour un chèque énergie. Si on voulait redistribuer de l'argent aux Français après la hausse des prix, il fallait pas le faire sous forme d'un chèque énergie et transport, mais d'un chèque, ce qui a été fait à la Ce qui a fin. été fait à la fin. Et 100 Et euros. c'était voilà. très Ils bien. t'ont écouté. Il fallait un chèque lambda. On a une influence, tu vois. C'est incroyable. Incroyable. Les économistes sont au pouvoir. Bismarck. Il n'y a que des décisions économiquement rationnelles. Le monde entier écoute Bismarck à l'instant où nous parlons. Non, mais Tout à fait clair. non, mais ça c'est très très important. Tu l'avais dit effectivement. D'accord, ça y est, j'ai C'est ça compris. l'idée. Et tu peux le faire. Et c'est pour ça que la taxe carbone est souvent vue comme étant une perte de compétitivité, une perte de pouvoir d'achat. Ça peut ne pas l'être. C'est-à-dire si tu fais à fiscalité neutre, tu n'as pas de raison de perdre de la compétitivité globale sur ton économie, ni de pouvoir d'achat global. Yes. Ça va changer relativement les compétitivités et les pouvoirs Yes. d'achat. Mais c'est la façon de le faire. C'est Donc, changer Anne- les incitations. vas-y, Anne-Sophie. Surtout, comme vous l'avez très bien dit, c'est surtout changer les incitations. Et puis, c'est surtout qu'en effet, on voit que la taxation, en tout cas les réglementations, stimulent aussi l'innovation. Donc, c'est vrai qu'à moyen long terme, c'est beaucoup plus que juste des incitations. C'est vraiment des changements aussi de production. Donc, en ça, c'est efficace, mais sur le moyen long terme, pas à court terme. Absolument. François, on se relance sur, Sur pourquoi l'inflation, nous sommes protégés. Pourquoi Oui, mais avant, le, ouais, le mais avant. marché de Oui, l'énergie. sur l'inflation quand même avant. Moi, sur l'inflation, j'ai rien à dire. Voilà, je l'ai dit. Mais c'est la question du pouvoir d'achat. C'est-à-dire dans quelle mesure l'inflation va se conduit ou non à une réduction du pouvoir d'achat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir d'achat. Parce que la baisse du pouvoir d'achat, qu'elle soit ressentie ou réelle, c'est un point absolument clé pour les décisions politiques. Et donc, il n'y a pas d'automatisme. Le pouvoir d'achat, ce n'est pas la même chose que l'inflation. Donc, à partir du moment où il y a plein de choses qui sont indexées sur l'inflation, et notamment les salaires, il n'y aura pas forcément de perte de pouvoir d'achat. Donc là, la question, c'est... Attends, j'ai pas compris cette phrase non plus.
Ok. Le pouvoir tous les d'achat, c'est pas salaires, forcément s'il y a l'inflation. une inflation de 3, non, parce que s'il y a une inflation de 3% et que les salaires sont indexés sur l'inflation de 3%, il n'y a pas d'effet sur le pouvoir d'achat. Sauf qu'ils ne le sont pas. L'indexation, c'est terminé depuis les années 70. Voilà, et les retraites, donc il y a un lien entre l'inflation et le pouvoir d'achat. On voulait mettre les retraites indexées et pas indexées. Donc ce que je veux dire, je ne raisonne pas uniquement sur la France, mais dans les économies, le lien entre inflation et pouvoir d'achat, il est via qu'est-ce qui est indexé à l'inflation, les salaires le sont-ils, les retraites le sont-ils, etc. Donc j'ai quand même le sentiment que le pouvoir d'achat, en particulier à cause de l'augmentation du prix de l'énergie, le pouvoir d'achat devrait se réduire. Et donc on va avoir sans doute un effet inflationniste, mais on devrait sans doute avoir aussi un effet sur le pouvoir d'achat lié à l'augmentation des prix de l'énergie, avec une baisse du pouvoir d'achat. Et ça renvoie à la question, la fin de la planète versus la fin du mois. Tout à fait. Est-ce que, dans quelle mesure on peut penser que la transition énergétique se fera, est-ce qu'elle se fera s'il n'y a pas d'intervention avec une baisse de pouvoir d'achat, ou est-ce qu'il faut compenser s'il y a une baisse réelle de pouvoir d'achat? C'est ce que disait François-Xavier. Cette baisse tu compenses par des baisses de taxes ailleurs. Liées à la transition énergétique. Ouais. Mais c'est ce que disait François-Xavier. Tu compenses par des baisses de taxes ailleurs. Voilà, mais la première question quand même, c'est dans quelle mesure la transition conduirait à une baisse du pouvoir d'achat. Si on regarde que l'énergie, mon point de vue est que oui. On va être sur une tendance longue d'augmentation des prix de l'énergie, y compris du prix du charbon, y compris du prix du pétrole et du gaz, parce qu'il y a de moins en moins d'investissements qui sont réalisés, alors que la demande... Pas en Europe, mais la demande en Chine, en Inde augmente. Donc il devrait y avoir une augmentation des prix durables des énergies. Et ça va quand même dans le sens d'une diminution du pouvoir d'achat. Alors après, la transition, ce n'est pas que les prix de l'énergie. Oui, juste pour rebondir par rapport à ça, c'est vrai que, étant donné qu'on a ce taux d'inflation, on est très focus sur le prix de l'énergie et c'est ça qui va être déterminant, en effet, les prochaines années. Après, si vous regardez sur les 10 dernières années dans la répartition du revenu, on voit que justement, le poste alloué à l'énergie comme à l'alimentation s'est vraiment effondré, quel que soit le décile de salaire, et on voit que c'est surtout un impact sur les plus bas et que c'est plutôt le poste logement qui a explosé et qui a vraiment grévé le pouvoir d'achat, beaucoup plus que les prix de l'énergie. Donc là aussi, attention, si on veut vraiment redonner du pouvoir d'achat, c'est beaucoup plus sur ce genre de facteurs, et notamment l'immobilier, où on pourrait avoir de l'impact que, en effet, les prix de l'énergie qui vont être en plus volatiles et, comme on le sait, qui ne sont pas juste la résultante de l'offre et de la demande. Vous avez aussi des aspects spéculatifs. Oui, mais Anne-Sophie, donc c'est beaucoup plus global. Alors c'est très intéressant parce que le sujet est le même. Les normes de construction, pour essayer de limiter les émissions carbone, renchérissent aussi les coûts de construction. Donc tu te retrouves exactement dans la même situation. Mais ce ne sont pas, c'est pas l'origine, c'est pas les mêmes causes. Donc pour répondre aussi à quel impact sur le pouvoir d'achat. C'est pas les mêmes causes, mais à l'arrivée, l'impact sur le pouvoir d'achat de la transition, tu le prends par l'énergie, tu le prends par le logement. Ouais. Tu as un problème. Non, mais c'est pour dire que quand on a en effet ces SEC énergie, on est très focus sur juste le prix de l'énergie. On aura ces fluctuations et ces hausses qui vont augmenter, alors qu'à mon sens, le problème est beaucoup plus global. Et souvent, on ne traite qu'une partie, alors que quand vous regardez vraiment sur les 10 dernières années, ce n'est pas le prix de l'énergie qui explique massivement la perte de pouvoir d'achat. François-Xavier ? Deux réactions à la fois sur le logement et sur l'énergie, puisqu'il se trouve que j'ai sorti une note sur le logement hier pour le Think Tank. Ah oui, mais non, tu nous fais pas ta note sur le logement parce qu'on va pas y arriver. Je veux juste réagir par rapport à la hausse. Non, c'est pas ça l'idée. Je veux juste réagir par rapport à la hausse de la part de logement dans le mix. C'est vrai. C'est aussi vrai parce que on occupe aujourd'hui, une personne individuelle occupe aujourd'hui 40 mètres carrés, elle en occupait 23 en 1970. La surface des logements disponibles par personne a pratiquement doublé en France. Et donc, effectivement, mais le prix au mètre carré n'a pas tellement augmenté. Donc, c'est plutôt un effet... Ça dépend quand même où, globalement. Quand vous regardez l'augmentation du prix du mètre carré et l'augmentation des salaires, si, là, il y a vraiment une différence. Anne-Sophie, j'ai vu une courbe incroyable. Je te la projette la prochaine fois que tu viens. Avec l'effondrement des taux d'intérêt, à charge d'endettement comparable, l'immobilier parisien, oui, il faut bien préciser. Parisien, le plus dingue, a baissé sur les 20 dernières années. Ouais. En fait, c'est du fait de l'effondrement des taux d'intérêt. Ouais. En fait, exactement, il faut voir globalement. Et donc, en fait, le pouvoir d'achat immobilier... Il faut avoir accès au prêt. Et donc, c'est très inégalitaire. Et c'est ça, en fait, l'immobilier depuis 50 ans, c'est ça. C'est un creusement des inégalités, mais ce n'est pas un creusement de l'accès. C'était juste une parenthèse. Mais ça a quand même un impact sur le pouvoir d'achat, notamment sur les classes moyennes. Les amis, on marque une pause. On marque une pause.
Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. On repart, les amis. François, j'ai l'impression, ceux qui écoutent ou regardent régulièrement cette émission attendent quand même, cette notion d'offuscation. C'était ça, hein, dont on avait parlé la dernière fois. Absolument. Et je crois qu'il va falloir encore attendre. Voilà. Parce qu'il y a trop de sujets d'actualité. Donc c'est ça pour la prochaine fois. Cette idée que on vous noie d'informations. Et que on ne peut pas comparer les produits. Voilà, le trop plein d'informations vous empêche de comparer les produits. Tu expliques ça avec le matelas, c'est brillant, et je crois que c'est ce qui nous arrive par exemple avec le vélo électrique, peut-être même d'ailleurs avec la voiture électrique. Enfin bref, bon. Mais juste un mot parce que la dernière fois, c'est vrai que ça avait été intéressant, mais j'avais pas compris ton point qui est un point capital et qui va être au cœur de. Alors j'allais dire au cœur de la campagne présidentielle, non. Parce qu'en fait, je vais le dire avec un peu de brutalité, tout le monde nous ment sur ce sujet. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord pour dire « Mon Dieu, il faut modifier les règles du marché en Europe », en tout cas en France, tout le monde est d'accord, parce que ces règles de marché ne nous protègent pas face à la hausse des prix de l'électricité. Et tu as écrit récemment une tribune dans Les Échos, qui celle-là est très claire, où on comprend très clairement le triplement du prix de gros du kilowattheure en décembre d'une année sur l'autre n'a augmenté la facture des Français que de 13%. Voilà. Les chiffres est là. Et même si, et tu le dis d'ailleurs, même si ces 13% peuvent représenter un coût important pour un ménage, ça n'est que 13%. Et pas le triplement. Et pas le triplement. Exactement. Et pas 300%. Je le dis très rapidement pourquoi. Parce que dans cette facture, seul 39% de la facture correspond à de l'énergie. Déjà, c'est le premier point. Que sur ces 39%, il y a une partie de tarif bleu, de tarif réglementé, qui lui est bel et bien lié au nucléaire et au coût estimé de l'énergie nucléaire à travers la fameuse ou pas trop fameuse ARENH. Et que donc, c'est bien cette mécanique, ça va, j'ai résumé correctement le truc. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une réglementation à la fois sur le tarif de détail, donc le tarif bleu, qui protège, puisque c'est un prix administré, absolument, qui protège les consommateurs. Première réglementation. Il y a mais surtout, tu insistes, attends, qui protège, mais surtout parce que le maire dit on ne profite pas des coûts réduits de notre nucléaire. Voilà. Mais le tarif bleu, c'est le nucléaire. Le tarif de détail protège parce qu'il protège de la volatilité d'une année, d'un mois sur l'autre, sur les marchés de gros de l'électricité. Et deux, il y a un autre tarif réglementé qui s'appelle l'ARENH, voilà, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Et là, dans ce tarif, et donc c'est un prix de gros de l'électricité nucléaire. C'est un prix de gros auquel que doit satisfaire EDF lorsqu'il vend à des fournisseurs. Et bien, dans ce tarif de détail, dans le tarif bleu, il y a une partie qui est composé par ce tarif administré de gros, et donc en fonction des coûts du nucléaire, et pas des prix. D'accord, de marché. Donc la réglementation, à la fois d'un prix de la réglementation ARENH et la réglementation de détail, protège considérablement les ménages français de la fluctuation sur les prix de gros. Et donc, toi, tu dis qu'il ne faut surtout pas y toucher, parce qu'on a le mécanisme de marché qui, quand même, nous garantit que celui qui a la toute dernière centrale, il va l'allumer parce qu'il va profiter de prix très élevés. Et le mieux localisé par rapport à la demande, c'est-à-dire en tenant compte des fils de haute tension. Exactement. Donc, le marché de gros de l'électricité en Europe, c'est une formidable réussite. Mais il faut le prendre comme un marché de court terme, c'est-à-dire qu'il envoie des très bons signaux de court terme. Donc, il permet d'optimiser le fonctionnement des centrales qui produisent de l'électricité et le transport. C'est vraiment un outil génial. Et nous, à l'arrivée en bout de chaîne, on est protégés. Il ne faut pas le prendre pour un marché qui envoie un très bon signal de long terme pour faire de l'investissement. Les pétroliers, lorsqu'ils font des investissements, ils ne regardent pas le prix spot du Brent. Eh bien, si on veut faire des investissements dans l'électricité, c'est la même chose. Le marché donne le coût marginal, donc c'est pas ça qu'il faut regarder pour réaliser ces investissements. Donc c'est un très mauvais signal de long terme, mais il n'est pas fait ce marché pour envoyer des signaux de long terme. Voilà. Pour moi, c'était clair. Pour moi, c'était clair. Voilà. C'était limpide et important. Le prix, c'est un facteur très important et qui va le devenir de plus en plus parce qu'on aura de plus en plus des capacités de production qui vont être
qui vont être à fond à certains moments de la journée et pas à d'autres. Et donc, le prix, sera aussi une façon essentielle en intraday, dans la journée, d'ajuster les capacités de production et de consommation, et aussi la capacité de stockage. Parce qu'on va construire beaucoup de stockage, notamment par les véhicules électriques, par exemple, qui va pouvoir être utilisé, en fait, pour justement ajuster mieux l'offre et la demande d'électricité. Et donc, on va tous devenir, avec nos véhicules électriques, des traders d'électricité dans les années qui viennent. Tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Je disais également avec le télétravail, c'est vrai que ce serait assez intéressant de voir comme aussi les présences par les particuliers Absolument. va pas mal changer. Quelles conséquences ça va avoir aussi du point de vue économique et du point de vue pouvoir d'achat. François, tu m'as dit stop au COP bashing. Oui, parce que j'étais ahuri. Là, le spectre est large. Greta Thunberg a fait une déclaration en disant il faut arrêter avec les COP, c'est que du blabla. D'accord ? Et disant ces gens au pouvoir. Eh bien, ils ne représentent pas le peuple. Donc, il y a une espèce comme ça de sortie populiste, enfin de sens du populiste de Greta Thunberg, disant c'est nul, ça n'importe rien, c'est que de la représentation, c'est que des relations publiques. Donc, Greta Thunberg est avec une vision tout à fait archaïque du Nord, opposant le Nord et le Sud. Ok. Donc, elle est radicale, donc elle est contre la COP. Okay. Mais ce que je trouve étonnant, c'est Jean-Marc Daniel dans Les Échos, donc un économiste qui dit les COP, c'est l'inanimité, ça sert à rien, il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire, dans le spectre, on a une espèce de... voilà, il y a la COP 26 qui n'est pas terminée. De Jean-Marc Daniel à Greta Thunberg, effectivement, voilà, qui fait large. Voilà, donc on a un éventail très, très large où le commentaire principal n'est pas du tout de chercher... C'est de dire ça sert à rien. C'est de dire ça sert à rien, Mais je voir que c'est t'interroge mauvais. parce que c'est aussi un peu mon point de vue. Je pense que ça sert à rien, donc j'attends que... La première chose à voir, c'est que les COP, ce qui est important, c'est ce qui se passe entre deux COP. Ce n'est pas ce qui se passe à la COP. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des Sherpas, il y a des experts, il y a des négociateurs, il y a des discussions pendant 1 an, parce que c'est tous les ans, donc là, il n'y a pas eu de COP parce qu'il y a eu le Covid. Et eux font le boulot de où est-ce qu'on peut aller. J'ai parlé avec les Indiens, le Sherpa de Modi, et en fait, peut-être que l'Inde ira loin. Voilà, ça, c'est le boulot. D'accord ? Et puis, et ce qui est important, c'est de voir ce boulot-là, comment il est fait, comment des choses peuvent être obtenues, comment il y a des consensus, comment il y a des compromis. Et la COP, c'est la vitrine. Et tout d'un coup, évidemment, arrivent les chefs d'État, et des fois, les chefs d'État font progresser, c'est-à-dire qu'ils vont plus loin que ce que préconisait leur Sherpa et ce qui sort des discussions entre deux COP. Et c'est un peu un enjeu, là, de la COP. Mais voilà, il ne faut pas attendre. Mais François, quand tu as... Alors, je suis d'accord avec toi sur le truc totalement dérisoire de compter les jets qui atterrissent à Glasgow. Enfin, je trouve ça ridicule, ils le font à chaque fois. Mais on pourrait compter le quand public tu as... aussi. Oui, voilà, c'est ça. Il y a eu 30 000 à Glasgow, donc c'est un succès. Mais quand tu as au même moment, la Chine qui annonce qu'elle va extraire 1 million de tonnes de charbon supplémentaire par jour. Attends, Stéphane, tu n'es pas naïf. Tu sais qu'il y a un truc qui s'appelle le rapport de force. Tu sais qu'il y a un truc qui s'appelle la souveraineté des États. Tu sais qu'il y a un truc qui est quand même impossible, c'est d'obtenir de la coopération crédible entre les États souverains. Que, effectivement, la Chine et l'Inde, donc la Chine, c'est 50% de la consommation de charbon dans le monde. L'Inde, ça doit être 12%, parce que les Indiens, ils consomment très peu d'énergie, donc voilà, même si c'est surtout du charbon. Et donc, voilà, est-ce que les États-Unis sont capables de dire à la Chine, non, arrêtez le charbon? Voilà, donc il faut pas avoir une vision, il faut avoir une vision de réel politique, de ce qu'est la diplomatie et les accords de coopération entre les États. Bien sûr qu'il y a un intérêt commun à terme de toute la planète, mais on a des États souverains qui ont leurs problématiques, etc. Donc, il ne faut pas avoir une vision irénique de ce que peut faire la coopération internationale en matière de réchauffement climatique. Non, mais plus que ça, je pense que c'est pas... Tout le monde a conscience qu'on le voit sur tous les sujets, que ce soit la fiscalité, le réchauffement, tous les grands sujets comme ça. Bien sûr qu'on ne s'attend pas à avoir des réponses du jour au lendemain. Mais je pense que ce qui choque et ce qui peut choquer, c'est vraiment l'aspect temps. C'est-à-dire que tous les rapports disent attention, les 10 prochaines années, vous allez vraiment avoir une très forte aggravation des conséquences, avec même les banques centrales qui commencent à dire attention, il peut y avoir des impacts sur la stabilité des prix. Donc vraiment des choses qui deviennent vraiment très systémiques, très macro, et tous les secteurs sont impactés. Donc là, c'est pas la diplomatie, etc. Ce sont vraiment les faits. Et en effet, ces réunions où on se dit, même si en effet toute l'année il y a des discussions diplomatiques, on en est là. Et c'est vrai qu'on peut le mettre aussi au regard d'autres aspects, comme par exemple la fiscalité, où
où ça fait 10-15 ans qu'on essayait au sein de l'OCDE d'avoir des c'est à peu discussions, près et tout 15 d'un ans, coup, c'est vrai qu'il y a un pays qui bouge, et là, attention, en quelques semaines... Alors, Non, il n'y a pas un pays qui bouge, il y a l'Amérique. Oui, mais, Sur la fiscalité, c'est l'Amérique. La comparaison, Je trouve que la comparaison... Non, la comparaison n'est pas mauvaise. Non, parce qu'on ne peut pas discuter du réchauffement climatique. Par contre, on peut discuter ensemble de l'intérêt des impôts, d'alourdir la fiscalité et de tout ça. Là, on parlait de l'aspect justement politique, de dire, voilà, en effet, il y a le temps des négociations. On voit que quand vous avez un ou deux mastodontes, vous l'avez dit, l'Inde, la Chine, etc., qui bougent, sauf l'accord de Paris. L'accord de Paris a changé les choses. C'est vrai. Et pourquoi l'accord de Paris a changé les choses? C'est parce que les Sherpas, avant la COP, avaient réussi à trouver un deal entre la Chine et les États-Unis. Et même à ce moment-là, rappelez-vous, la France disait, on est en dehors des négociations, c'est les Chinois et les Américains qui se sont mis d'accord. Là, il y a John Kerry, avant la COP, John Kerry, le représentant pour le changement climatique des États-Unis, qui est allé en Chine. D'accord, pour discuter. Et ça, c'est la préparation de la COP, pour essayer d'avoir un deal États-Unis-Chine. Et il ne l'a pas obtenu. D'accord. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas de deal États-Unis-Chine et que la Chine est hors jeu... Diplomatiquement, c'est tout à fait ça, et c'est ça le problème. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a cette contestation en disant c'est bien d'avoir la voie diplomatique, de discuter, mais attention les résultats. Et moi, ce qui me frappe d'autant plus, c'est qu'on sait ce qui va se passer. On a quand même du quantitatif pour dire quelles sont les catastrophes et qu'est-ce qu'on propose. Par exemple, sur les fameux réfugiés climatiques de 100 millions. Non, mais Anne-Sophie, ce que dit François, c'est que tu ne peux pas mettre sur le dos... Non, mais tu ne peux pas mettre sur le dos des États coopératifs... et qui sont donc réunis à Glasgow, la non-coopération de ceux qui, là, décident de ne rien faire. Voilà, à un moment, tu es coincé. Et c'est vrai, on le constate, on est au contact des entreprises permanentes. La COP21 a été un vrai game changer dans le comportement des entreprises, qui est sans doute l'un des vecteurs les plus importants. Oui, tout à fait, tu as raison. En fait, moi, sur cette COP26, il y a une chose qui me plaît beaucoup, qui est l'engagement pour le méthane, contre le méthane. Ça, je pense que c'est un vrai progrès, alors qui a été préparé, comme le disait François, par des Sherpas, mais la prise de conscience de l'importance du méthane comme gaz à effet de serre, parce que c'est 42% des impacts à horizon 20 ans. Le méthane, c'est oui, mais bon, c'est beaucoup plus impactant à court terme en fait, et donc c'est à la fois le plus impactant à court terme et celui sur lequel il y a le plus de levier de réduction à court terme aussi. Donc c'est à la fois l'accélérateur et le frein. Donc ça, je pense que c'est un point important qui est sorti. Et on peut parler de non-coopération ou de coopération, mais en tout cas, tout le monde avance, pas à la même vitesse. Après, il y a des engagements qui ont été pris par la Chine, par l'Arabie Saoudite, par l'Inde, par la Russie. La Russie qui était un peu à 2060, 2070. Ça progresse. Évidemment, il y aura pas il faut pas être naïf. Jean-Marc Daniel effectivement dénonçait la COP, mais il disait aussi les vrais leviers. Et ça, je suis assez d'accord avec lui. C'est l'innovation et c'est la fiscalité. Oui. Et l'innovation, je veux dire d'un mot, c'est pas le meilleur des articles qu'il a écrit, mon cher. Non, mais je reprends juste. Je suis fine, mais je reprends juste la dimension sur l'innovation. Moi, je crois au changement de la Chine, par exemple, non pas parce qu'elle va décider qu'elle va être demain plus vertueuse, mais parce qu'à un moment donné, le photovoltaïque stocké va être moins cher que le charbon. Et donc, les Chinois sont extrêmement pragmatiques et ils vont dire, et ils commencent à le voir d'ailleurs. Et si vous regardez la politique énergétique de la Chine, il y a eu une inflexion qui a eu lieu en 2020 et qui va, à mon avis, se poursuivre, non pas pour des raisons, peut-être un peu pour des raisons de responsabilité globale, mais surtout pour des raisons de coût, parce qu'effectivement, ils ont des zones assez sud sur lesquelles la rentabilité pure et simple d'un photovoltaïque stocké est bien meilleure que celle du charbon. Après, à court terme, il y a une tension aujourd'hui sur les matières premières qui fait qu'ils brûlent du charbon comme jamais, mais à moyen terme... C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. 1 million de tonnes par jour, c'est impressionnant. Mais là où je vous rejoins également, c'est sur le fait que l'un des gros drivers de ce changement, c'est les entreprises. Moi, je vois là, on rencontre quasiment tous les jours des dirigeants d'entreprises, il n'y en a pas un qui ne soit pas conscient des enjeux, et ce sont les enjeux clients, ce sont les enjeux business, c'est de la création de valeur pour leurs entreprises. Émission spéciale le 29 novembre là-dessus qu'on fera avec... Justement, les entreprises face au carbone, face au climat, qu'est-ce qu'on mesure, comment on mesure, à quel label il faut faire confiance, comment est-ce qu'on onboard, comme ils disent les parties prenantes, le scope 2, le scope 3, comment on avance et tout, voilà. Mais là, juste une observation rapide, parce que je voudrais les gens voient, les États, et 2, le consommateur. Et ils oublient, comme acteurs de la transition, et ils oublient les entreprises. À la fois les entreprises polluantes qui doivent s'engager à polluer moins, et les entreprises qui vont faire de l'innovation technologique pour offrir des services de dépollution. Donc les entreprises sont absolument au cœur de la transition énergétique. Et ce n'est pas simplement une affaire entre les consommateurs qui doivent faire des choses de leur côté et les États. Il y a un truc qui s'appelle les entreprises. S'il n'y a pas l'industrie, s'il n'y a pas les entreprises, la transition énergétique, elle ne se fera pas.
On va voir la une du Wall Street Journal mardi matin pour eux. Oui, voilà, je me gourre pas. Voilà, mardi matin pour eux. Donc, scène de retrouvailles dans l'aéroport de... Elle va arriver. Non, elle n'arrivera pas. Si, peut-être. Ah, si, voilà, elle est là. Voilà, voilà. Donc, l'Amérique qui se rouvre. Enfin, c'était une réflexion, je ne sais pas si... Voilà, mais je ne sais pas combien de fois, 10 fois, on a dit bon, ça y est, l'Amérique est en train de se faire dépasser. À un moment, c'était le monde pacifique, la Chine, tout ça, etc. Tesla et Moderna, voilà. C'est-à-dire les deux chocs qui nous incarnent la révolution industrielle sur ces dernières années. Après, évidemment, la révolution de la tech, Google, Facebook, Apple, tout ce qu'on veut. C'est eux, quoi. C'est toujours eux. Bah, C'est toujours eux qui sont devant. Ils ont deux atouts pour moi qui sont phénoménaux. C'est à la fois effectivement cette capacité d'innovation parce qu'ils ont un système qui fonctionne très bien sur le plan économique et notamment sur le plan d'innovation avec des logiques de cluster, de coopération très forte entre la sphère privée et la sphère publique. Enfin, l'écosystème marche très bien et très innovant et très productif. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer d'imiter, d'ailleurs beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. On a progressé d'ailleurs là-dessus. En revanche, ils ont aussi un atout qu'on n'a pas, qui est un marché intérieur de 300 millions de personnes qui parlent tous la même langue et qui ont tous les mêmes comportements. Et donc, aujourd'hui, pour une entreprise, lancer un produit, lancer un service, il vaut mieux aller aux États-Unis qu'en Europe. Et ça, pour le coup, tu crois que c'est... Enfin, oui, c'est un énorme désavantage concurrentiel qu'on a. Le fait de ne pas avoir le marché intérieur qu'ils ont. Tu penses que c'est ça le moteur éternel du succès américain? Je ne dis pas que c'est le moteur éternel, je te dis que c'est le moteur qu'on aura plus de mal à imiter. On peut tout à fait, on le fait un peu et il faut le faire beaucoup plus, travailler sur les facteurs microéconomiques de la compétitivité qui sont recherche, université, financement, etc. François-Xavier, juste un mot, mais parce que cette histoire me frappe. Tesla, Moderna. Tesla, c'est formidable parce qu'Elon Musk raconte tout. C'est un livre ouvert, voilà. Et il raconte bien que c'est quand la NASA a décidé de miser sur lui, qui sortait de nulle part, qu'en fait, elle a sauvé Tesla, par ricochet. C'est SpaceX qui a sauvé Tesla. La NASA décide de miser sur un nouvel entrant qui sort de nulle part. Quel organisme européen ferait ça pour un truc aussi important que lancer des fusées? Point. Deuxièmement, Moderna. Et là, c'est alors Trump, avec tous ses défauts, mais qui décide de lâcher aussi, combien, j'ai oublié les chiffres, des milliards de dollars, des dizaines de milliards de dollars pour accélérer le vaccin et dans une culture du risque total. Voilà. Là encore, nous, à ce même moment, on ratiocinait, on se demandait comment on allait négocier. Surtout, faites attention à limiter les prix. Surtout, il faudra faire attention à ne pas enrichir l'industrie pharmaceutique, etc., etc. Tu as donné aussi de leviers de croissance aux États-Unis, historique. La Silicon Valley, elle est née autour de la défense américaine. Enfin, au départ, c'était les contrats de la défense américaine. Et donc, effectivement, c'est le risque et effectivement l'engagement de l'État assez fort pour développer des business, mais plutôt comme client, effectivement, que comme financeur. François, Anne-Sophie, François ? Le problème que l'on a par rapport aux États-Unis, c'est que l'Europe, en tout cas, n'a pas de mandat au niveau de la politique industrielle. Il en a un sur le commerce, mais pas sur l'industrie. Et donc, en effet, sur ces problématiques-là, c'est la souveraineté de chaque État qui, à mon sens, au niveau unitaire, bien sûr, est très limitée pour avoir l'impact qu'a les États-Unis. Ça, et en effet, la fragmentation de tout ce qui est capital risque, puisque c'est vrai que beaucoup d'entreprises, on le voit au bout de 2-3 ans, se font racheter par des fonds américains parce qu'on n'a pas cette capacité et qu'en Europe, on se dit toujours, attention, on lève 1 million en France, il faut que la résultante de ces 1 million, ce soit en France et pas forcément en Italie, en Allemagne, et chacun pense comme ça. Donc c'est vrai que ça nous limite beaucoup par rapport à la Chine, mais surtout par rapport aux États-Unis, qui n'est pas du tout dans cette vision. François ? Je suis très, très d'accord avec ce qui se dit, parce que on voit bien les obstacles, en fait, pour l'Europe. Mais l'obstacle qu'on n'arrivera pas à surmonter, donc il faut ruser, c'est celui d'une demande homogène. Voilà, on n'a pas une demande homogène pour 300 millions d'habitants. Et tu crois que toi aussi, c'est le truc décisif ? C'est décisif, c'est qu'on peut très, très lentement, très difficilement agir dessus. Le capital risque,
ça commence à aller un peu mieux. Et puis de toute façon, les Américains, ils peuvent aussi, les capitaux risqueurs, ils mettent aussi de l'argent en Europe. Non, mais c'est un pis-aller. Mais voilà, politique industrielle. Pour la première fois, il y a maintenant 1 an et demi, l'Europe a élaboré une stratégie industrielle. Une stratégie. Oui, mais je pense que c'est une question de terminologie. Mais donc, en tout cas, il y a un début de politique industrielle en Europe, ce qui était absolument inconcevable il y a 3 ans. Donc, il y a des progrès qui peuvent être faits. Alors, peut-être qu'ils sont trop lents, d'autant que la Chine va vite, que les États-Unis continuent d'aller vite. Et ça, on peut le regretter. Mais il y a des marges de progrès et ça paraît faisable, même si c'est lent. En revanche, faire en sorte que les préférences dans l'alimentation soient les mêmes entre l'Allemagne, la France et la Belgique. Les deux exemples que je vous donne, c'est pas des exemples de marché de consommation massif. C'est pas, parce que Tesla, c'est 600 000 bagnoles au maximum toutes les ruptures par année. Donc ce sera pas là-dessus. tu n'as pas besoin d'un marché de 300 millions de personnes pour amortir le risque que prend cet entrepreneur incroyable. Moderna, t'as pas. Enfin, d'ailleurs, BioNTech a été fait en Allemagne. Donc, excuse-moi, mais les constructeurs d'automobiles européens, tels que je les comprends, ils sont en train de raffiner la différenciation de leur modèle par rapport à leur propre modèle, puis par rapport au modèle de concurrent. Tesla, c'est la Ford T. Enfin, le premier modèle Tesla, c'est la Ford T. Oui. Et donc, c'est la standardisation à l'américaine. Oui. Donc maintenant, évidemment, c'est diversifié. Et puis, il y a des éléments qui font que même une Ford Tesla est intéressante pour une certaine clientèle. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est pas un marché de consommation. Je veux dire, c'est pas le modèle d'affaires des constructeurs automobiles qui sont soucieux d'une différenciation et du rétroviseur et du pare-choc. Je pense que sur les secteurs, on peut pas vraiment dire ça, parce qu'aux États-Unis, on peut dire qu'il y a des grandes différences en ce moment-là sur les États, dans la manière de consommer et autres. Là, ce qui se passe dans la révolution technologique, c'est que ce soit dans la santé, dans la robotique ou même dans l'automobile, c'est d'avoir la technologie. Et c'est ça la grande différence, et vous l'avez dit avec l'investissement par la NASA, c'est de dire attention, on a un cap. C'est pour ça que c'était intéressant ce que disait Macron sur le nucléaire. On a un cap et on sait que cette technologie-là, bien sûr, elle va créer de la valeur ajoutée, mais surtout, elle est stratégique pour notre économie et par rapport aux autres. Donc, c'est pas seulement on investit dans l'industrie, il y a une stratégie européenne et donc on va aider les voitures, etc. Les États-Unis n'ont pas du tout cette vision, et vous l'avez rappelé sur la NASA. Et c'est ça qui nous manque. C'est-à-dire qu'on veut toujours cloisonner. Chaque pays a sa politique industrielle, mais on essaie de faire ensemble parce qu'on n'a pas assez de capitaux. Mais pourquoi on le fait ensemble? Parce qu'on est limité financièrement. C'est pas l'adhésion à un projet stratégique en disant attention, l'Europe doit avoir une vision par rapport à la Chine et aux États-Unis. C'est par défaut les autres le font, et donc on se met ensemble pour essayer de protéger notre marché parce qu'il y a de l'emploi derrière. Et c'est ça qui manque et qui est la grande différence à mon sens par rapport aux États-Unis. Mais là aussi, c'est un problème structurel. C'est-à-dire qu'on a un sujet de gouvernance que les Américains n'ont pas. Oui. Tout simplement. C'est un État fédéral que nous ne sommes pas. Il y a effectivement une NASA et un Donald Trump aux États-Unis. Il n'y a pas une NASA ou l'équivalent avec la puissance de feu de décision que tu décris, ou un Donald Trump ou équivalent avec la capacité de déployer. Non mais on va peut-être pas forcément s'en plaindre. On est en train de le fabriquer là. Mais tu as pas l'Europe qu'on a une division, c'est toujours la même question. Mais je vous entends. Écoute, on a chacun avancé ses arguments. Je suis pas d'accord avec vous. Je crois la symétrie de la fragmentation du marché, c'est aussi la fragmentation de la gouvernance. Je crois que nous sommes endormis. Je crois pas que ce soit un problème de gouvernance. Mais enfin bon, c'est. On peut pas dire endormis quand même. Mais peut-être. Mais ça veut dire que si on veut se réveiller, il y a 27 personnes à convaincre. Non. Sur l'aéronautique, on a fait des projets. Quand il y a une volonté. Rien n'empêchait Renault de faire Tesla. Rien. Voilà. Qu'une forme de conformisme. Mais la même chose pour General Motors. Je veux dire, ça s'appelle la disruption. La disruption, elle ne vient pas en général des entreprises qui sont déjà dans le marché. Et donc, General Motors, Ford, ils étaient aussi incapables que Renault de faire de la Tesla, alors que pourtant, sur le papier... Non, François, ils font la disruption, ça s'appelle Zoé. Ils lancent Zoé, zéro émission, en 2009-2010, c'est une disruption totale, et d'ailleurs tout le monde rigole. Donc ils pouvaient le faire plus massivement, avec plus de risques, avec plus d'enthousiasme, d'invention, d'élan. Voilà. Bon, mais non, mais on va pas. Non, parce que je voulais finir, et surtout l'histoire des Zoé en américain, ça c'est impossible. Hein. Donc déjà, de toute façon, on va vendre des Zoé en France. Tesla. Zoé. Avant Tesla, c'est la voiture électrique la plus vendue en Europe, donc il y avait un peu de potentiel. Juste, je voulais finir, il nous reste 5 minutes avec l'histoire des plus-values latentes, parce que ça m'intéresse. On va finir avec Musk, donc vous avez peut-être suivi ça, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce débat. On va laisser de côté Musk, parce que... marché boursier au sommet. Fortune donc latentes qui sont en train de s'accumuler, et débat aux États-Unis sur
ces fortunes qui ne sont donc pas réalisées, qui sont des fortunes en actions, est-ce que ce n'est pas un moyen d'échapper au fisc? Et donc vient cette idée qui n'avait émergé qu'en France jusqu'ici, voilà. Nous sommes capables de création, de taxer les plus-values latentes. Voilà. Et donc ça amène effectivement Musk à dire, si on fait ça, moi j'ai pas d'argent, j'ai pas de salaire, donc il faut que je vende des actions pour payer mes impôts si on se met à taxer les plus-values latentes, ce qui était exactement arrivé chez nous à Denis Père. C'est pour ça que Denis Père s'en va, c'est parce que Business Object connaît un tel succès. Les plus-values latentes sont taxables en France au moment de l'ISF, et donc il est obligé de partir, parce qu'il n'a pas, lui il n'a pas le droit de vendre. Il est collé par ses coactionnaires, il n'a pas le droit de vendre. François-Xavier, c'est un débat qui monte, c'est intéressant, ça va venir dans l'ensemble du grand débat sur le creusement des inégalités. Donc je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Écoute, moi, la taxation des plus-values latentes, c'est quand même extrêmement délicat, parce que si la plus-value, comme par définition, si elle est latente, le jour où elle le peut cours progresse, est-ce que tu rembourses l'impôt, quoi? Est-ce que tu vas appeler le jour où le cours on peut les laisser plus longtemps. Attends, je parle à la régie. On peut laisser plus longtemps les tweets de Musk, là, voilà. Ouais, le jour où le cours de Tesla baisse, est-ce que ça veut dire que l'État américain appelle Elon Musk, qui resterait le deuxième ou troisième, quatrième plus riche du monde, et lui dit, je vous fais un chèque de 200... J'attends de voir le moment, j'attends de voir la une des journaux à ce moment-là. Donc effectivement, en théorie, c'est ça. C'est-à-dire que si tu devrais, en toute logique, rembourser le... Moi, ça me paraît assez délicat. Moi, ce que je préfère assez largement, plutôt que de traiter le symptôme qui est le creusement des inégalités, c'est de traiter la source. Et ça, c'est mon... Et d'amener tout le monde en bourse. Alors, et que tout le monde profite de cette hausse. On a aujourd'hui une politique monétaire qui est faite qui est fondée sur la dette, et donc qui est fondamentalement qui développe les bulles. Et donc la question à se poser, c'est comment est-ce qu'on fait une meilleure politique monétaire, comment est-ce qu'on crée de la monnaie demain. Voilà. Mais ça, on va pas commencer ce débat parce qu'il nous reste que 5 minutes. La prochaine fois. Mais pour moi, il vaut mieux traiter la cause que les symptômes. Et la plus-value latente, c'est les symptômes. Moi, j'ai trouvé incroyablement malin de faire appel à Twitter et à ses plusieurs millions de followers, en leur disant, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends ou pas? Est-ce que je vends 10% ou pas? Pourquoi c'est malin? C'est malin parce que s'il n'avait pas eu cette adhésion, d'abord, il n'y avait pas eu d'anticipation, et du coup, il a perdu 10%, et après, c'est remonté, et il a perdu 5%. Vous mettez 10%, enfin, je veux dire, il a une part très significative. Les 10%, c'est très significatif. Vous mettez ça sur le marché du jour au lendemain, ça dégringole. Ou même vous l'annoncez, ça dégringole. Et là, au lieu de faire moins 30% ou moins 20%, ça fait moins 20, il est... Non, ça a fait moins 20, puis ça fait moins 10, puis là, on est à moins 5 par rapport à avant l'annonce. Donc voilà, donc super. Oui, mais sur le fond, plus-value latente. Alors son frère d'ailleurs est poursuivi pour délit d'initié dans l'histoire. Plus-value latente, c'est le même arrangement. C'est les mêmes arguments que François-Xavier était d'accord. Ouais. Moi, c'est dangereux. Moi, j'avais une entreprise et l'entreprise, je me suis fait rattraper par les impôts parce que je déclarais la valeur initiale de mon entreprise. Et on m'a dit non, il faut déclarer la valeur fictive de l'entreprise. Alors que l'entreprise, elle aurait pu fermer du jour au lendemain, etc. Ouais. Et donc j'ai payé des impôts sur la valeur latente. Voilà. Anne-Sophie. Non, mais plus que ça, c'est vrai qu'il va y avoir une réflexion sur le financement des États, vu les dettes énormes qui ont été contractées. Et c'est vrai qu'il va y avoir sûrement une innovation fiscale qui va se mettre en œuvre pour savoir comment on va faire face dans un cadre où il y aura de plus en plus d'interventions de l'État pour faire face à tous les risques qui seront énormes. Donc là, c'est vrai que c'est une piste, alors on le présente comme ça sur le trait d'humour, mais sur le fond, c'est vrai que c'est toujours la question comment on essaie toujours de taxer l'immatériel. Et c'est ça le sujet de base qui va excessivement vite, qui est très fluctuant. Est-ce que c'est vraiment efficient économiquement? Mais où est-ce qu'on trouve des sources de financement? Donc je pense qu'on va vraiment rester dans ce dualisme et qu'il va y avoir des décisions de prise très différentes entre les États. Et à mon sens, beaucoup plus que les inégalités dans les pays qui sont très importantes, il faut aussi voir qu'il n'y ait pas justement, un peu comme on l'a dit, des grands taux globaux pour l'ensemble des États, mais qu'après chaque pays développe ses stratégies particulières pour en fait recréer de la fiscalité, de la compétition et puis d'attirer les meilleures entreprises. Quand le monde devient de plus en plus virtuel, il faut modifier la fiscalité et alors le métaverse ne va pas nous aider. C'est-à-dire il va falloir trouver la fiscalité du métaverse. On va démarrer sur la fiscalité du métaverse. Et là, on fera appel aux Français, tu vois. Parce que là, on a eu le rapport Colin-Colin. On a un vrai talent sur la fiscalité. Donc là, on fera appel aux Français.
Merci messieurs, on se retrouve donc lundi. Alors lundi d'ailleurs avec une émission spéciale sur le travail et on pourra revenir sur les autres éléments des annonces d'Emmanuel Macron, la réforme de l'assurance chômage, le contrôle des chômeurs mais pas seulement, la question de l'immigration de travail, rapport très intéressant du Conseil d'analyse économique qui est sorti hier. Donc voilà, on parlera de tout ça avec Bertrand Martineau, avec Gilles Berset et donc ça ce sera lundi. À lundi les amis. Votre programme vous a été présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.